Bonjour Bonjour. et bienvenue à ce webinaire à la gestion de l'eau. Bonjour, voici Catherine qui sera avec moi pour ce webinaire. Euh, alors, enchanté, on vous accueille pour ce webinaire donc sur les économies d'eau dans les métiers de l'alimentaire. C'est un webinaire qui est dans le cadre de notre programme de sobriété hydrique des entreprises artisanales en partenariat avec les agences de l'eau. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau dans l'onglet questions. Il y a un onglet questions spécialement pour ça en bas à droite de votre écran et on y répondra en fin de webinaire. Voilà pour On va faire 45 minutes à peu près. Et les questions seront sur 15 minutes à la fin du webinaire. Exactement. Et ben, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc, voici nos coordonnées à Catherine et à moi-même. Hop, et on va vous présenter le programme qui est le suivant. On fait un petit point de contexte pour savoir pourquoi est-ce qu'on vous parle de l'eau aujourd'hui. Un petit point sur l'eau dans les métiers de bouche, donc quelques chiffres sur les particularités de la consommation d'eau dans les métiers de bouche. Comment est-ce qu'on peut agir ensuite, des éco-gestes, des bonnes pratiques d'un point de vue général. Des équipements plus économes en eau, donc là on fait un focus plutôt sur les investissements. Et en cinquième, une partie sur les bonnes pratiques de nettoyage pour réduire sa consommation d'eau. Alors, j'ai un petit sondage, un petit quiz pour commencer, pour se mettre en jambe. Est-ce que vous savez quelle est la part du volume d'eau disponible pour les êtres vivants sur Terre? Enfin, la part du volume d'eau. Donc, est-ce que c'est 1%? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 0,1%? Est-ce que c'est 50% qui est disponible pour les êtres vivants? Je vous propose de soumettre votre vote quand vous verrez le sondage apparaître sur l'écran, ce qui doit être le cas. Est-ce qu'on voit des réponses? Oui, on a des réponses. Alors, on a 3 votes pour 50%. C'est beaucoup. 50%. 2 votes pour 10%, 1 vote pour 0,1% et une bonne réponse sur le 1%. C'est donc bien 1% de l'eau qui est disponible. Le reste est stocké dans la mer en eau salée ou dans des glaciers ou sur des calottes glaciaires ou dans des eaux qui sont totalement inaccessibles. Donc finalement, c'est aussi pour ça qu'on vous parle d'eau aujourd'hui. C'est aussi pour ça que l'eau devient un sujet. C'est une ressource qui est relativement rare par rapport à la masse qu'il y a sur Terre. L'eau douce, l'eau potable. Ok, donc non, c'est pas 50%. Malheureusement, si c'était 50%, on serait pas là aujourd'hui. Donc on va continuer sur un petit peu le contexte, l'état des nappes phréatiques en France. Pardon, on va agrandir un petit peu ça, ce sera mieux. Voilà la situation donc au 1er mars à droite, où vous voyez que même au 1er mars 2024, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un mois, on avait encore des tensions, notamment dans le sud et un peu en Auvergne-Rhône-Alpes, sur le niveau des nappes phréatiques, malgré toute la pluie qui a pu tomber pendant cette période-là. On a un contexte aussi où on a des années qui sont de plus en plus chaudes, avec 2 records de température qui ont été battus en 2022 et 2023, et les sécheresses qui étaient associées. On a des départements en Auvergne-Rhône-Alpes qui sont particulièrement concernés, que sont la Drôme, l'Isère et l'Ardèche. Donc, c'est des territoires qui sont particulièrement vulnérables et soumis à ce risque de sécheresse. Donc, au 1er mars, la carte, elle avait l'air plutôt bleue. Si on repart 6 mois en arrière, un peu plus de 6 mois, pardon, 7 mois en arrière, au 1er août 2023, on voit que voilà, sur toute la France, même en Bretagne où il est réputé pleuvoir beaucoup, on n'est pas toujours dans des niveaux satisfaisants sur les nappes phréatiques. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous en parle un petit peu aujourd'hui. Donc là, on a vu qu'est-ce qu'il y avait sous le sol dans les nappes phréatiques. Et là, cette carte-là représente pour le coup les difficultés d'approvisionnement qui ont été réellement recensées en France.
Donc on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de communes qui ont fait l'objet de distribution d'eau embouteillée, donc tout ce qui est en bleu ciel. Vous avez une grosse partie aussi, 343 communes qui ont été approvisionnées en citernage. Donc voilà, on sent qu'il y a déjà une tension sur l'approvisionnement en eau potable en France, et la multitude de ces points en témoigne, en nous montrant qu'il y a beaucoup d'endroits où l'approvisionnement en eau a été fait avec des moyens qui ne sont pas habituels et des moyens qui sont plutôt des moyens de crise. Voilà pour le contexte hydrologique, disons, français. Et je passe la parole donc c'est dans ce contexte-là de sécheresse chronique que l'État a souhaité mettre un plan eau en action, avec pour objectif à l'horizon 2030 une économie de 10% de l'eau dans tous les secteurs. Et donc dans ces objectifs, il y a notamment la réutilisation des eaux usées qui est très en dessous de la norme des autres pays d'Europe pour la France. Donc l'État envisage d'investir massivement dans cette utilisation des eaux usées, et également de mettre en place une tarification progressive et incitative de l'eau. Donc sachant qu'il va y avoir des évolutions à des termes assez proches. Le plan de sobriété hydrique s'inscrit dans ce plan national au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, ayant pour objectif d'impliquer le plus les acteurs économiques et à se mobiliser pour essayer d'optimiser toutes les consommations, mais aussi d'anticiper les périodes de crise pour que les entreprises puissent vivre les choses le plus sereinement possible. Et donc, tout ça a pour but d'identifier des bonnes pratiques, de sensibiliser, d'accompagner les entreprises dans la gestion de ces crises liées à l'eau. Du coup, il va en découler une évolution du prix de l'eau, puisque la ressource devenant de plus en plus rare, et évidemment, le prix va augmenter. Alors, on sera peut-être pas dans les proportions de ce qu'on a pu connaître pour les énergies type électricité ou gaz, mais malgré tout, il faut anticiper une augmentation du tarif de l'eau. On prévoit 50% d'augmentation d'ici 2030. Donc ça, c'est des annonces qui ont été faites par France au public. Et vous voyez que la tarification progressive et saisonnière est déjà en place dans certaines communes et dans certaines collectivités. L'augmentation, elle est liée aussi à tout ce qui est lié au traitement des eaux, puisque les traitements des eaux nécessitent de l'énergie. Ça nécessite aussi de traiter d'utiliser des réactifs qui sont également de plus en plus coûteux à produire. Il y a les fuites à gérer. Donc ça, c'est pareil, c'est un budget de travaux qui augmente le tarif de l'eau. Et puis, il apparaît des nouveaux polluants en permanence, donc il faut essayer de s'adapter. Et tout ça génère des coûts supplémentaires. Alors, vous voyez que sur les données prix qu'on vous affiche, entre 2022 et 2023, on était à plus 5,5% d'augmentation des tarifs de l'eau et 15% dans certains secteurs géographiques, notamment sur le département de l'Ardèche, pour ce qui concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, je reprends la main sur l'eau dans les métiers de bouche. Donc là, on va voir quelques chiffres qui mettent un peu de contexte sur la consommation d'eau dans les métiers de bouche. Alors, on a à peu près 23 000 entreprises alimentaires en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça peut aller de l'entreprise unipersonnelle en itinérant à des structures beaucoup plus grosses, semi-industrielles. Mais globalement sur les commerces de proximité que sont les boulangeries, les boucheries, charcuteries, traiteurs, on a des consommations d'eau qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de mètres cubes par an, avec une consommation un peu plus forte chez les traiteurs et les boucheries, charcuteries, probablement liée à la quantité de vaisselle qui est effectuée, et puis à l'insertion dans les recettes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est qu'il y a une énorme partie qui est liée au nettoyage. 80-20, c'est des ordres de grandeur. Évidemment, ça varie entre la boulangerie, la boucherie, la charcuterie, les traiteurs. Mais le gros sujet dans l'alimentaire, c'est bien le nettoyage et la plonge, puisque ce qu'on met en production, c'est souvent des postes qui sont incompressibles. On va pas vous demander de mettre moins d'eau dans votre recette, ni de ne pas laver les légumes. Donc,
voilà, le nettoyage des locaux et la plonge représentent une grosse partie et les leviers les plus intéressants de réduction de consommation. Alors une petite mention spéciale pour les glaciers, si jamais il y en a qui sont parmi nous. Je ne crois pas, mais on ne sait jamais. Ou si vous connaissez des glaciers, beaucoup sont encore sur un fonctionnement avec un refroidissement à eau perdue, c'est-à-dire que l'eau passe dans la machine, sert à refroidir cette machine et son contenu, et s'en va directement à l'égout par la suite. Donc si jamais vous connaissez des glaciers qui sont dans ce cas-là, n'hésitez pas à leur dire de nous contacter, puisqu'on travaille aussi sur le secteur de la fabrication de glace, notamment pour la mise en place de circuits fermés pour le refroidissement. Donc voilà, petite mention spéciale. Hop. Donc dans vos entreprises, l'eau, ça coûte de l'argent sur la facture d'eau, mais ça coûte aussi de l'argent sur la facture d'énergie, puisque dans l'alimentaire, on utilise beaucoup d'eau chaude. Donc, 1 mètre cube de froid, c'est à peu près 4 €. Et pour chauffer ce mètre cube-là à 55-60 degrés dans votre ballon, vous dépensez entre 10 et 20 €, voilà, autour de 13 € en moyenne. Donc, ce qui nous fait pour 200 mètres cubes de consommation une facture quand même totale de 3 400 € à l'année. Donc, c'est un poste de consommation qui peut être important, en tout cas, à travailler ou au moins à questionner pour voir s'il n'y a pas des marges de réduction. Les rejets dans l'alimentaire maintenant. Comme vous le savez très bien, vous avez des rejets qui sont plutôt chargés en graisse, en matière organique et en produits détergents. Donc il y a des risques qui sont associés à ces rejets. On peut colmater le réseau, on peut avoir des perturbations du fonctionnement de la station d'épuration si on envoie des effluents qui sont trop chargés. Pardon ? Tu as dit quelque chose, Catherine ? Non. Non, pardon, autant pour moi. Donc voilà, ces rejets-là, en général, sont traités par un bac à graisse que vous avez souvent dans vos entreprises. Ce qui nous amène à la réglementation sur les rejets. Vous êtes soumis à quelques obligations, notamment celle de demander une autorisation de déversement à la collectivité. Vous êtes censé, en tant qu'acteur économique, avoir cette convention de déversement, cette autorisation de déversement qu'il faut demander à votre communauté de communes ou communauté d'agglomération. Il est interdit de rejeter les huiles alimentaires dans les égouts. Elles doivent être collectées par un prestataire qui est agréé. Vous le savez probablement, mais on se permet un petit rappel. Et la vidange du bac à graisse doit être faite par un prestataire agréé. Alors, sauf certains types de bacs, mais voilà, globalement, la règle à avoir en tête, c'est que on ne peut pas jeter les huiles à l'égout et il faut faire vider ça par un prestataire agréé. Au niveau des différents types de bacs à graisse, il y a des bacs à graisse classiques qui nécessitent un entretien très régulier. Donc, ils sont moins chers, mais moins pratiques et leur rendement décroît rapidement, surtout si on les entretient pas. Donc, ils laissent passer beaucoup plus de graisse au fur et à mesure des jours dans le réseau, ce qui est très mauvais pour votre réseau. Les bacs à graisse auto-nettoyants, par contre, ils sont un peu plus chers, mais nécessitent un entretien moins régulier, puisque évidemment ça se vide automatiquement, mais c'est plus cher à l'achat. Donc voilà, globalement, préférez les bacs à graisse en inox qui résistent aux attaques acides par rapport à l'acier, au béton et au polyéthylène. C'est ce qu'on peut vous proposer. Voilà. Maintenant, on va se demander comment agir. Donc, on a vu à peu près les grandes lignes des consommations. Qu'est-ce qu'il y a comme rejet? Donc maintenant, on va essayer de voir comment on peut réduire les consommations, puisque c'est l'objet central de notre webinaire, qui est pour réduire les consommations, particulièrement. La partie rejet, on peut la traiter si vous avez des questions un peu plus, mais on va se faire un focus sur les consos. Voilà, je laisse la parole. Voilà, alors évidemment, il n'y a pas de solution miracle. L'objectif, c'est vous êtes dans des métiers qui sont très réglementés, notamment au niveau de l'hygiène. Donc le but, c'est pas non plus de supprimer l'eau, mais au moins de réfléchir à certains éléments quand vous êtes amené à en consommer. Et donc c'est les éléments, les temps un peu stratégiques d'utilisation de l'eau, c'est au moment où vous vous installez.
le moment où vous rénovez votre outil de travail et le moment où éventuellement vous pouvez changer de locaux professionnels. Et il faut anticiper l'installation de vos équipements à ces moments-là, puisque c'est là que vous allez réaliser les investissements. Donc la première question, c'est quels moyens de production vous allez mettre en place par rapport à votre eau chaude. Et sur cet outil de production d'eau chaude, il faut regarder où est-ce que vous installez les équipements et où vous positionnez les points d'eau. Parce que là où on a des marges de manœuvre par rapport à la consommation d'eau, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où vous ouvrez le robinet et le moment où vous avez votre eau chaude qui apparaît. Donc, plus la distance est longue entre l'outil de production d'eau chaude et votre équipement, et plus vous allez laisser ouvert le robinet pour consommer de l'eau chaude. Donc ça, il faut bien y réfléchir en amont, parce qu'une fois que c'est installé, c'est compliqué de déplacer les éléments, ou en tout cas, ça nécessite des travaux. Donc, n'hésitez pas non plus, si vous avez besoin de conseils ou de connaître les aides financières, si vous avez des projets d'investissement, de vous rapprocher de votre contact chambre de métier pour faire un petit point sur tous ces aspects-là. Ensuite, on a autre source d'économie, le suivi des consommations, parce que voilà, pour savoir ce qu'on peut améliorer, il faut mesurer. Donc, il est toujours intéressant d'essayer de regarder si on a une source de surconsommation de la ressource en eau à travers différentes fuites, à travers des dérives dans les pratiques d'usage, de consommation, de laisser ouvert les robinets quand c'est pas nécessaire, etc. Et puis d'observer simplement les effets que ça peut avoir sur par rapport aux actions que vous avez mis en place. Ça peut être toujours valorisant, ou pour vous ou pour vos salariés, de mesurer les effets de l'impact de vos actions sur cette économie d'eau. Ça vous permet également d'avoir quelques petits indicateurs que vous pouvez mettre en place. Par exemple, le mètre cube que vous avez à consommer chaque jour, ou le mètre cube que vous consommez par client. Donc ça peut être intéressant. Voilà, c'est toujours formateur d'avoir ces petits indicateurs. Ensuite, l'entretien des équipements. Donc la recherche de fuite, on en parlait tout à l'heure. C'est très simple à faire. C'est simplement faire un relevé de votre compteur en fin de semaine, quand vous partez. Vous relevez le compteur d'eau et vous faites ce même relevé en début de semaine d'après. Donc, si votre compteur, le chiffre que vous avez relevé a augmenté, c'est que probablement vous avez une fuite d'eau. Et les fuites d'eau coûtent un peu quand même, parce que vous voyez le petit histogramme juste à côté. Le goutte à goutte, c'est 4 litres à l'heure. Un mince filet d'eau, c'est 16 litres. Et si vous avez une fuite sur un WC, ça fait 25 litres à l'heure. Donc, sur une nuit ou un week-end, ça finit par faire des montants qui sont quand même relativement élevés. Autre source qui peut générer des surconsommations, c'est tout ce qui est l'entretien et le détartrage des résistances, notamment par rapport au calcaire et au tartre. Vous avez 3 mm de tartre qui entraîne 30% de surconsommation d'électricité. Donc, ça peut toujours aussi faire des économies. Le détartrage qui prolonge la vie de vos équipements. Donc, c'est pareil, ça permet également à terme d'économiser un petit peu. Et puis, vous pouvez adoucir l'eau. Sur certaines régions, l'eau est très calcaire. Donc, ça peut être aussi... c'est pas trop le cas en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais voilà, ça peut générer des surconsommations. Alors, les équipements qui sont les plus économes en eau. Donc, ça, je vais laisser la parole à Alexis. On t'entend pas, Alexis. Merci Catherine de me préciser. Excusez-moi. Donc ouais, on a une petite partie donc sur les équipements. Après avoir vu ces petites bonnes pratiques génériques sur l'entretien des équipements, le suivi des consommations, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on peut installer comme équipement tout simplement pour réduire ces consommations d'eau. Alors, on ne vous présente plus l'inénarrable mousseur d'eau, le réducteur de consommation, et ça sera l'occasion de publier un petit sondage, tiens, un petit quiz. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On publie le sondage. Sur 100 gouttes d'eau qui s'évaporent depuis un océan, combien retombe sur la terre ferme? 1, 7, 15 ou 50? Je vous laisse répondre à cette petite devinette. Alors, où sont les résultats? On a
une grande domination du 1. Je crois que vous avez compris vous avez compris la rareté de l'eau. En effet, sur 100 gouttes d'eau qui s'évaporent depuis un océan, on n'a qu'une seule goutte qui retombe sur la terre ferme par la pluie. Et le reste, en fait, de ce que j'ai compris, retombe dans l'océan, qui recouvre déjà une bonne partie de la terre, mais qui en plus draine les précipitations et n'en laisse pas beaucoup pour le continent. Donc voilà, cette petite surprise. Seulement une goutte sur 100 retombe sur la terre ferme. Donc c'est pour ça qu'il est d'autant plus intéressant d'installer des mousseurs pour éviter de gâcher de l'eau inutilement. C'est des choses qui sont très peu coûteuses, hein, ça coûte 10-20 euros, c'est encore cher. Pour 5 euros, on trouve des très bons mousseurs. On a une perte de pression qui est minime, mais pour des applications de lavage de main, c'est pas problématique. Et ça peut amener une réduction de consommation de l'ordre de 40% en moyenne, mais ça peut être plus si jamais. Tout dépend du débit de votre lavabo avant l'installation du mousseur. Alors, vous vous dites peut-être que vous en avez déjà chez vous sur tous vos robinets, c'est probable, mais il y a différents types de mousseurs. Il y en a qui sont à 6 litres minute, c'est ceux qui sont les plus répandus, hein. Globalement, c'est 5-6 litres minute. Mais plus récemment, il y a des mousseurs à 2 litres minute qui sont disponibles, qui sont largement suffisants pour le lavage des mains. Donc, vous pouvez en mettre à tous vos postes de lave-mains. Vous pouvez mettre ce genre de réducteur de débit et ça va diviser par 2, voire par 3, la consommation du poste de lavage des mains, même si vous aviez déjà un mousseur 6 litres avant. Donc, vraiment penser dans l'alimentaire, c'est une des marges de manœuvre les plus faciles et qui n'est pas négligeable. Le lavage des mains, c'est ça peut être des dizaines de fois par jour. Donc c'est petit investissement, gros résultat. Alors, on vous propose aussi les mitigeurs thermostatiques centralisés. Ça, c'est quelque chose qui se met à la sortie du ballon d'eau chaude. Ça permet de mitiger directement l'eau en sortie de ballon. Donc, d'avoir une eau qui est à la température que vous avez définie. Donc, par exemple, on pourrait se mettre à 40-45 degrés, quelque chose qui reste pas agréable, mais on ne se brûle pas en mettant les mains dedans, mais qui fonctionne pour le coup, par contre, comme température avec vos produits de nettoyage. Et ça permet de faire des économies sur tout ce qui est réglage de température, si j'ai de l'eau trop chaude. On se prend plus la tête à régler la température, elle arrivera jamais trop chaude. Pardon pour le gauche-droite. Voilà, c'est quelque chose qui coûte entre 300 à 400 euros la pièce, et après plus l'installation. Mais sur le long terme, on économise 10 à 20% d'eau chaude. Donc de l'eau chaude, c'est 17 euros par mètre cube. Comme on avait vu tout à l'heure, 4 euros d'eau froide plus le coût du chauffage. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans les entreprises alimentaires. Comme vous avez souvent besoin d'eau chaude, que ce soit pour laver les mains, pour la plonge ou pour le ménage, le nettoyage des sols, ça peut être intéressant. Ensuite, côté lave-batterie, lave-vaisselle, lave-verre, on ne peut que vous conseiller de vous orienter sur ce genre de matériel si vous faites un minimum de plonge chaque jour. Une plonge manuelle, ça consomme beaucoup plus qu'une plonge mécanique. Alors, selon la société SFA, qui vend du matériel de plonge mécanique, mais on trouve aussi des chiffres similaires chez d'autres références. Donc voilà, il y a vraiment un intérêt à faire ça, surtout si vous avez des employés où c'est pas toujours évident de faire passer les règles et surtout de les maintenir appliquées dans le temps. Au moins, la batterie, il applique la règle tout le temps. C'est-à-dire 3 litres d'eau par cycle de rinçage et en début de journée, une quarantaine de litres pour remplir la cuve. Ça, on a fait une étude sur les différents modèles de lave-batterie qui existent et globalement, ces consommations en bleu, c'est ce qui est plutôt performant en termes de consommation d'eau. C'est 40 litres pour le remplissage et 3 litres par cycle de rinçage. Si vous avez des lave-batteries qui sont à 2 fois ces chiffres-là, ils sont malheureusement pas très performants d'un point de vue consommation d'eau.
Et voilà, ça. Demandez les caractéristiques à vos fournisseurs. On sait qu'ils, bon, pour l'instant, ils sont pas tout à fait habitués à parler de consommation d'eau, mais ça va venir, surtout si vous leur demandez. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à envisager un lave-batterie parce que c'est quelque chose qui permet de faire des économies d'eau conséquentes, à supposer qu'on ait la quantité de vaisselle nécessaire. Parce qu'il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi beaucoup de temps là-dessus. Il y a beaucoup de temps qui est gagné, donc ça rentre aussi dans le calcul qu'il faut, dans le calcul de l'investissement. Le lave-linge maintenant, on a parlé de lave-vaisselle. Le lave-linge, si vous faites votre blanchisserie en interne, sachez qu'un cycle standard de lave-linge, ça consomme à peu près 50 litres d'eau aujourd'hui, mais qu'on a des lave-linges qui peuvent descendre jusqu'à 35 litres. Donc, quand vous remplacez votre lave-linge, faites attention à la consommation d'eau. C'est aussi important que la consommation d'énergie. Et puis, quelques petits conseils plus classiques. Faites tourner les machines à plein. Évitez les cycles de pré-lavage qui ne sont pas forcément nécessaires, en fonction de la saleté évidemment. Utilisez les programmes économiques, les express, notamment les programmes express et rapides pour le linge peu sale, en fait, sont souvent les plus économes en eau et en énergie d'ailleurs. Ils sont souvent plus économiques que les programmes économiques, mais peut-être un peu moins. Enfin, si vous avez des taches de sang, ça marchera peut-être pas, mais si c'est juste un peu de farine, ça sera très bien. Et petite info, sachez qu'un lave-linge qui est classé en A sur l'étiquette énergie, ça consomme 2 fois moins d'énergie qu'un lave-linge classé en E. C'est ça l'ordre de grandeur, le saut qu'il y a à faire entre la classe E et la classe A, c'est 1 fois 2. Pour la consommation d'eau, malheureusement, il y a une étiquette, mais c'est juste marqué la consommation du cycle classique. Donc vous pouvez regarder ça quand vous choisissez votre lave-linge. Alors, le vase d'expansion sanitaire, c'est un contenant qui permet d'absorber l'augmentation du volume de l'eau quand elle chauffe, puisque quand l'eau arrive dans votre ballon, elle est à peu près à 15 degrés, elle passe de 15 à 55 voire 60 degrés, et donc quand on augmente la température de ce volume d'eau, son volume augmente aussi. Donc il y a à peu près 3% en plus de le volume. Donc 1 litre deviendrait 1 litre, 0,03. Et toute cette eau-là, en fait, pour pas que le ballon explose, elle passe par le groupe de sécurité, comme vous voyez sur l'image à côté, et elle est évacuée vers le bas, vers l'évacuation. Donc vous, sur votre ballon d'eau chaude, probablement qu'il n'y a pas le vase sanitaire. Vous avez juste le petit groupe de sécurité avec l'entonnoir et l'évacuation vers les égouts. Donc finalement, on perd 3% du volume qui passe dans le ballon, ce qui peut être assez important et représenter des dizaines et des dizaines de mètres cubes par an. Donc, il est possible d'installer un vase d'expansion sur tous les ballons d'eau chaude. C'est un équipement qui, pose comprise, coûte à peu près 300 €. Ça permet donc non seulement d'éviter de rejeter ce 3% du volume du ballon et de le perdre totalement, mais aussi ça permet de maintenir une pression constante dans le système et donc ça prolonge la durée de vie de vos équipements. Donc tout le montage de tuyauterie, le groupe de sécurité sont moins sollicités en fait du fait de l'utilisation du vase sanitaire. Et donc voilà, ça présente un intérêt aussi de ce côté-là. Voilà pour le vase d'expansion sanitaire. Je vois qu'il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, voire même des bonnes pratiques. Voilà, nous on ne sait pas tout, on est là pour vous proposer des pistes. Mais si vous avez des choses à partager, ça peut être aussi l'occasion. Et donc je repasse la main à Catherine. Voilà, donc on va essayer d'aborder maintenant les bonnes pratiques en matière de nettoyage pour réduire la consommation d'eau. Donc là non plus, il n'y a pas forcément de recette miracle, c'est simplement à chaque étape de votre process, essayez de vous poser la question de savoir est-ce que je peux réduire ma consommation, dans quelle mesure, sans détériorer la qualité du nettoyage que vous réalisez. Donc petit rappel en matière de
d'hygiène. Vous avez deux types d'actions pour les métiers de l'alimentaire. Vous avez la partie nettoyage, qui est une action qui vise à obtenir une propreté visuelle, hein, enlever la saleté, enlever la graisse. Et puis vous avez la désinfection, qui est l'action d'enlever la partie bactéries, virus, etc. Donc une propreté bactériologique qui est une obligation en matière de métier de l'alimentation. Et puis à droite, vous avez un petit schéma que vous connaissez sans doute, hein, qui est le schéma TACT, qui permet d'avoir une méthode pour faire un nettoyage qui soit efficace. Donc en 4 temps, vous avez la notion de température de l'eau que vous utilisez, la concentration des produits de nettoyage que vous utilisez pour nettoyer, le temps d'action pour laisser agir, et puis la partie action mécanique, donc l'huile de coude, hein, la partie nettoyage de la surface. Pour vérifier l'efficacité des gestes de nettoyage et de désinfection, vous avez un petit outil qui s'appelle la lame de surface, que vous connaissez aussi sans doute, qui permet de regarder si l'action que vous avez mise en place a été efficace. Donc c'est de l'autocontrôle. C'est des petites languettes que vous achetez facilement chez tous les fournisseurs, qui coûtent environ 1,50 € et qui vous permet de vérifier l'efficacité de votre process. Donc sachant qu'il ne faut jamais perdre de vue dans les métiers de l'alimentaire que vous avez une obligation de résultat sur la désinfection notamment. Alors, la désinfection des mains, des outils et des surfaces, ça fait également partie des bonnes pratiques et l'alternative, hein. Vous avez des matériels qui parfois peuvent être difficiles à nettoyer manuellement. C'est le cas par exemple des trancheurs. Et là, vous avez des produits qui sont des aérosols, des gels hydroalcooliques, des désinfectants sans rinçage qui peuvent vous permettre de désinfecter, et d'éviter de consommer un petit peu d'eau si c'est sans rinçage. Donc ça fait partie aussi des produits qui sont en alternative du nettoyage, on va dire de fond, mais qui peuvent être utilisés de temps en temps pour nettoyer des parties un peu plus compliquées. Et puis vous avez des lingettes microfibres qui sont conçues, enfin le tissu et la nature du tissu, c'est conçu pour économiser de l'eau. Donc ça consomme très peu d'eau. C'est des lingettes qui sont lavables et réutilisables. Et vous en avez qui, par exemple, sont utilisés dans les milieux médicaux, comme le CHU de Grenoble. Donc, c'est aussi démontrer l'efficacité de ces lingettes sur des surfaces à désinfecter. Ensuite, on a des nettoyages plus vastes en termes de surface, souvent les vitrines, les surfaces vitrées. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser des nettoyeurs vapeur sèche, qui sont donc du matériel. Et là, ça suppose qu'évidemment qu'il faut investir un petit peu, mais qui peuvent vous faire économiser 90% d'eau par rapport à un nettoyage sans ces matériels-là. Le nettoyeur vapeur, il est conçu pour nettoyer des surfaces intérieures ou extérieures. Donc là, vous avez un impact sur l'hygiène qui est moins important. Ça utilise pas de détergent. La vapeur est désinfectante par nature et donc très peu d'eau. Et c'est en fait l'action mécanique et la chaleur qui procèdent au nettoyage. En alternative, vous avez le nettoyage manuel. Il existe aussi des gants spécifiques qui sont également proposés par les fournisseurs, hein, qui sont spéciales pour les surfaces vitrées et lisses, donc qui nettoient et qui dégraissent. Et là aussi, voilà, les données qui sont fournies par les entreprises qui vendent ces produits, c'est 1 millilitre d'eau pour 1 mètre carré nettoyé. Donc très économe en eau. Les centrales de nettoyage, donc ça c'est également du matériel que vous utilisez certainement. C'est le classique pour nettoyer les sols. Donc c'est un dispositif qui permet de mélanger de l'eau et des produits détergents pour faire du nettoyage. C'est un dosage qui est optimisé, hein, donc la quantité de détergent mélangé à l'eau qui va désinfecter le sol. Son utilisation limite la quantité de produits utilisés, donc les rejets de produits polluants dans les eaux. Et donc ça vous permet également d'optimiser la consommation de votre eau si la centrale est bien réglée, ce qui suppose d'avoir une évacuation au sol pour pouvoir l'utiliser.
Alors, le nettoyage des sols, si vous n'avez pas de centrale de lavage, il vaut mieux utiliser des bandeaux de lavage plutôt que des serpillères. Ils sont en général plus efficaces. Donc, le bandeau de lavage est adapté aux activités alimentaires. Hein. Vous trouvez ça également chez les fournisseurs. C'est la microfibre qui a une capacité à nettoyer et à désinfecter, donc à éliminer des bactéries, et sans nécessiter forcément de produits chimiques. Donc là, il faut des bandeaux adaptés à votre activité. Et on a à peu près une moyenne de 330 ml d'eau par bandeau pour une surface nettoyée maximale de 80 mètres carrés. Alors évidemment, ça dépend de la nature du sol et du degré de salissure. Je te repasse la parole. Ouais, ça marche, merci. Du coup, sur la plonge manuelle, alors loin de nous l'idée de vouloir vous réapprendre à faire la vaisselle, hein. Voilà, mais il y a quand même quelques bonnes pratiques et vous avez dû peut-être le constater, peut-être si vous avez des salariés, voilà, que chacun a sa manière de faire la vaisselle ou de faire la plonge, et donc voilà, il y a des pratiques plutôt hétérogènes pour être modéré. Donc voilà, il y a des petites choses, tout simplement faire tremper avant, utiliser deux bacs, donc plutôt entre guillemets à l'ancienne, hein, de pas faire à l'eau courante, mais si on a la possibilité d'avoir un bac rempli d'eau dans lesquels on frotte et un bac où on va rincer, plus une petite rincette à l'eau propre supplémentaire, ça permet vraiment d'économiser de l'eau par rapport à une plonge qui est faite à l'eau courante. Le débit maximal, c'est totalement inutile pour le rinçage. Si vous utilisez un tout petit débit, ça rince en fait aussi efficacement que de mettre les chutes du Niagara sur votre ustensile. Et voilà, la pierre d'achoppement, je dirais, c'est d'impliquer vos salariés et d'afficher les consignes aux poches de plonge. Si c'est eux qui font la plonge, il faut les impliquer parce que sans ça, ces règles-là ne sont pas appliquées. Donc voilà, on vous proposait juste pour bien se rendre compte qu'on fait quand même beaucoup plus de plonge avec deux bacs. C'est qu'en 6 minutes d'eau qui coule, vous allez avoir à peu près 55 litres qui ont coulé. En 6 minutes, je pense que la quantité de vaisselle est pas énorme. Par contre, si vous pouvez remplir 2 bacs de 20 litres et avoir un peu d'eau pour le rinçage en plus, je pense qu'on peut faire plus de 6 minutes de vaisselle avec ces 2 bacs et plus de quantité de vaisselle. Enfin, c'est même pas que je le pense, c'est que j'en suis sûr d'ailleurs. Donc voilà, vraiment cette méthode à l'ancienne, entre guillemets, la méthode de nos grands-mères, à faire 2 bacs de plonge plutôt que l'eau courante, c'est la marge de manœuvre la plus importante. Et après c'est juste de faire attention. Côté des produits de nettoyage. Donc pour optimiser vos consommations et au passage réduire un peu la charge polluante des rejets et avoir des produits qui sont un peu plus respectueux de l'environnement. Donc on a le produit 2 en 1. Ça c'est une des bonnes pratiques aussi que vous pouvez mettre en place facilement. C'est plutôt que d'utiliser un détergent, de rincer, puis d'utiliser un désinfectant, puis de rincer. Donc en tout, il y a 3 humidifications, une humidification, un rinçage, puis un autre rinçage. Donc si vous en évitez un, vous réduisez votre consommation de 33% sur le nettoyage des sols. Ça existe sans dilution et sans rinçage aussi, ce produit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers des 2 en 1 parce que vraiment c'est un levier facile pour réduire votre consommation. Alors attention, à chaque fois, encore une fois, si vous changez de pratique, testez l'efficacité avec une lame gélosée et actualisez votre plan de nettoyage si jamais vous gardez la pratique en place. Il doit être mis à jour régulièrement. Et on vous propose également donc de choisir des produits qui sont écolabellisés. Alors la notion d'écolabel, ça peut recouvrir beaucoup de choses différentes, mais ce qu'on appelle nous un écolabel, c'est bien quelque chose où il y a une organisation tierce qui vient vérifier, tierce et indépendante finalement. Donc c'est pas une marque
que s'auto-attribue une entreprise, parce que des fois, il y a des entreprises qui font ça. Enfin, quand vous voyez écrit maison verte, c'est juste la marque. Ça ne veut pas dire que le produit a été testé pour ses propriétés écologiques. Voilà. Mais ces 4 logos que vous voyez à droite, le logo EcoCert, Nature et Progrès, l'écolabel européen et son équivalent français NF Environnement, c'est des labels qui sont fiables avec des audits derrière et des vérifications chez les fabricants. Donc voilà, du produit 2 en 1, ça c'est vraiment le plus important si vous voulez réduire la consommation sur le nettoyage des infections de vos laboratoires. Et petit bonus, si vous voulez prendre des produits plus respectueux de l'environnement, cherchez parmi ces 4 labels. Ils existent aussi sur les produits professionnels. Voilà pour la partie des produits. Et donc, on arrive au terme de ce webinaire pour vous proposer des pistes sur les économies d'eau dans l'artisanat alimentaire. Nous aussi, dans le cadre du programme avec les agences de l'eau, on fait des diagnostics de sobriété hydrique dans les entreprises. Donc, on fait une intervention chez vous, où on étudie les postes de consommation poste par poste avec vous par rapport à vos habitudes. Ensuite, on propose des pistes d'action où on chiffre les économies qui sont réalisables avec ces actions-là. Et si jamais vous avez des projets pour votre entreprise d'investissement ou autres liés aux économies d'eau, on peut aussi vous filer un coup de main pour monter un dossier d'aide, soit des aides de l'agence de l'eau, soit les aides de la région. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent être creusées sur cette partie-là. À savoir que du coup, ce diagnostic, il est totalement pris en charge par les agences de l'eau et la CMA, donc il n'y a aucun reste à charge pour vous. Donc si vous vous posez la question, si vous avez envie d'étudier un peu les potentiels de réduction de consommation et avoir quelques chiffres pour se décider, voilà, on peut vous proposer de faire tout ça avec les estimations d'eau chaude évidemment à l'intérieur aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à nous si jamais vous avez quelques sujets sur les économies d'eau. À la Chambre de métier, on a également un pôle énergie, environnement, déchets, mobilité, qui peut vous aider donc sur l'analyse de vos contrats, sur la réduction de vos consommations d'énergie, faire un état des lieux sur les déchets ou sur le changement de véhicules, ou même sur les panneaux solaires, si jamais vous êtes en réflexion pour l'installation de ceux-ci. On a également un pôle alimentaire qui est spécialisé sur tous les métiers de l'alimentaire, de l'artisanat, avec notamment une formation hygiène alimentaire qui est proposée à la Chambre de métier pour vous. Voilà, et il y a des experts du groupe alimentaire qui sont également à votre disposition si vous avez quelques questions, que ce soit notamment sur ces questions d'hygiène et de sécurité alimentaire. Vous avez les contacts tout en bas. N'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à contacter directement votre chambre de métier à l'accueil par téléphone. Ils sauront vous orienter vers nous sans souci. Et vous avez le mail également du pôle alimentaire. Voilà pour tous les numéros de vos CMA locales. Les antennes locales des 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont ici. Et puis, est-ce que vous avez des questions pour finir? Est-ce que vous avez des choses à partager? Des interrogations, des bonnes pratiques, des surprises, des remarques? Je vois qu'on a encore 10 personnes qui sont par ici. Pas de questions, c'est qu'on a dû être clair, mais si jamais il y a d'autres questions qui viennent plus tard, n'hésitez pas. On vous fera un petit mail suite à cette présentation, avec le lien vers le replay. Et puis, et si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on creuse le sujet de l'eau un peu plus en profondeur ensemble. Ah. Pas de questions? Tout se passe dans le chat. Ah, c'est pas des questions. Bon, merci à vous, merci Aurélie, merci Christine pour votre présence.
Et puis, à très bientôt, j'espère. Merci à tous. Au revoir. Du coup. Merci Isabelle. Merci Kathleen. Bonne journée. À bientôt.